historique sur le sujet. Alors, dans un premier temps, nous reviendrons sur la place de l'Argentine sur les marchés internationaux. Dans un deuxième temps, sur la façon dont l'Argentine est devenue une grande puissance mondiale et s'est insérée dans la viticulture mondiale en termes de pouvoir. Et puis, troisièmement, nous évoquerons en fait l'impact de ces interrelations entre l'Argentine et les mondes internationaux de la vigne et du vin. Alors, je n'arrive pas... c'est bon. Donc une première partie sur un essor fondateur. Si la plupart des auteurs, qu'il faut remonter le début de la viticulture argentine, vous le savez mieux que moi, en 1557, le réel développement de cette viticulture débute à la fin du XIXe siècle. Et elle prend toute son ampleur, surtout au XXe siècle. C'est en effet tout spécifiquement l'arrivée du phylloxéra en Europe qui va arrêter les exportations finalement de vins européens en Argentine et qui va permettre le développement de la viticulture autochtone et argentine. En particulier du côté de Mendoza, pour d'autres raisons qui sont bien expliquées par des historiens argentins qui montrent que justement, pour des problèmes d'arrêt de culture, de certaines cultures, en particulier les fourrages et le bétail, eh bien on va se mettre à faire du vin. Et puis la voie ferrée également en 1884 qui va permettre justement d'envoyer ce vin dans les grandes villes, en particulier à Buenos Aires. L'arrivée massive d'immigrés italiens, espagnols, français va fournir aussi le savoir-faire à la main-d'œuvre nécessaire au développement du vignoble argentin. Et finalement, vous le voyez sur ce graphique, de 25 milliers d'hectares en 1888, les surfaces plantées en vignes vont passer à 132 000 hectares en 1914. C'est considérable. Le vignoble argentin donc connaît une très forte croissance liée à des facteurs endogènes, mais liée aussi à des facteurs exogènes, et en particulier le phylloxéra. Alors face à ce développement, les premières réglementations vont même venir normer la production, pour que cette production soit globalement qualitative. C'est par exemple la loi de 1904 que la République va promouvoir, qui est une loi qui va définir ce qu'est le vin comme boisson naturelle. Alors c'est intéressant parce que cette loi, elle fait résonance en fait à la première loi de définition du vin qui apparaît en 1884 en France. En France, les problèmes de fraude sont beaucoup plus anciens et on essaye de définir justement le vin comme le produit de la fermentation naturelle du raisin frais. Les Argentins suivent le pas en 1904. Dans la période de l'entre-deux-guerres et pendant la guerre, le vignoble argentin, peu sensible au marasme du commerce mondial, consolide donc ses positions et devient un acteur international. C'est-à-dire que pendant toute la première moitié du XXe siècle, et avec l'arrivée de nouveaux migrants issus des pays viticoles, mais surtout avec le lancement, jusque dans les années 1970, d'une vraie politique de développement de la viticulture et de la consommation intérieure, très important la consommation intérieure, le vignoble va considérablement croître durant toute la période. Et l'Argentine va devenir, en fonction des moments, le 4e ou le 5e producteur mondial au milieu du XXe siècle. Pourquoi ce développement? Alors je ne vais pas insister sur l'ensemble des pratiques techniques à l'intérieur de l'Argentine. Vous l'avez très bien fait aussi, de nombreux historiens l'ont fait. Mais saluons quand même la montée en puissance des progrès économiques, techniques et scientifiques de la filière, avec en particulier, en souvenir d'une visite l'année dernière, alors, voilà, un institut qui naît qui naît à peu près à ce moment-là, au début du XXe siècle, c'est l'Institut Don Bosco, qui est salué justement par l'OIV dans les années 1950 comme un temple du vin. Finalement donc, durant le XXe siècle, nous assistons à l'émergence et à la consécration de la viticulture argentine, qui fait partie donc des grands producteurs mondiaux. De 121 000 hectares en 1921, on passe à 150 000 en 1934, pour une production de 7 500 000 hectolitres. Et la croissance va devenir encore plus spectaculaire par la suite, puisque de 1937 à 1977, on passe de 150 000 hectares à 350 000, avec
en termes de production, à peu près 6 millions d'hectolitres pour arriver en 1970 à 25 millions d'hectolitres. Donc, face à cette croissance rapide, on peut se demander ce que fait l'Argentine de ces vins. Et en particulier, est-ce qu'il existe de l'export? Et c'est ça qui nous intéressait au départ. L'Argentine n'exporte pas, ou les tentatives d'exportation vont être finalement des échecs pendant tout le XXe siècle. Alors certes, l'Argentine exporte un petit peu au Brésil, au Paraguay, en Uruguay, mais encore à la fin du XXe siècle, même je dirais en 2014, pardon, sur les 20 millions d'hectolitres qui sont produits, voilà, alors ça c'est... Ah. Voilà, ça ce sont les exportations argentines, l'évolution. Sur les 20 millions d'hectolitres qui sont produits, seulement 13% sont exportés en 2014. La vente des vins argentins en dehors des frontières du pays prend un léger envol pendant le premier conflit mondial, mais cette vocation va faire long feu, problème d'approvisionnement. 20 années plus tard, pendant la Seconde Guerre mondiale, l'Europe est bloquée, donc l'Argentine essaye d'exporter de nouveau, en particulier vers les États-Unis. Les États-Unis, vous le voyez, un petit pic, mais ce n'est pas très conséquent. Il faut attendre les années 1960-70 pour qu'il y ait une politique d'exportation. Alors, elle est bien exprimée par un certain général Pérez, dans un journal qui s'appelle Vino et Vinas, en 1970, et qui explique que le Portugal et le Chili, dont les exportations sont 5 fois supérieures, mais ont des superficies plantées de façon beaucoup moindre, eux parviennent à exporter. Et qu'il serait intéressant que l'industrie vinicole argentine puisse arriver à la conquête du marché mondial. Alors vous le voyez, on a une petite croissance, mais ce n'est pas grand-chose. En fait, l'échec, tout du moins la faiblesse de cette politique d'exportation, tient sans doute à de nombreux facteurs qui sont propres à l'Argentine. Importance des taxes à l'export pour les produits agricoles, développement pendant une grande partie du XXe siècle d'un système industriel du vin, avec des vins qui sont de qualité moyenne. Développement, instabilité économique et instabilité politique récurrente sont autant d'éléments défavorables à une efficace politique d'exportation. Donc malgré des exportations, mais aussi des importations très réduites, l'Argentine n'en reste pas moins une puissance viticole aujourd'hui très insérée dans la vitisphère mondiale. L'élection en 2012 de Claudia Kini à la tête de l'OIV en est une des grandes illustrations. Alors nous allons essayer de voir justement comment cette Argentine est parvenue à s'insérer dans la vitiviniculture mondiale et dans les grands organismes mondiaux de promotion et de défense de la viticulture. En fait, il faut bien comprendre qu'à la fin du XIXe siècle, face aux crises de surproduction, face aux fraudes, de nombreux pays européens vont tenter de défendre leur production. Ils vont tenter de la défendre, en particulier en mettant en place des réglementations contre les fraudes. Alors, ces fraudes, elles sont de deux types. Vous avez les fraudes sur la fabrication des vins. On fait des vins à partir de colorants, on fait des vins à partir de glycine, de mercure, de plâtre. C'est pas du vin. Donc, globalement, on essaye de remédier à ces problèmes. On essaye de lutter également contre la fraude sur les dénominations. On essaie de lutter au niveau intérieur, mais on essaie de lutter au niveau extérieur. C'est-à-dire qu'ils vont se mettre en place des conventions internationales pilotées par l'Europe pour tenter justement d'empêcher ces falsifications. Vous voyez ici, par exemple, ce menu, menu californien qui nous montre des chablis de Californie, des sauternes de Californie. C'est tout à fait impossible aujourd'hui, mais c'était très possible à l'époque. Il faut remédier à ce problème au niveau du commerce mondial. C'est la mise en place de conventions, la Convention de Paris en 1883, la Convention de Madrid en 1891 sur la répression des fraudes et les indications de provenance. La majorité des pays qui signent ces conventions sont des pays européens. On y retrouve seulement le Guatemala, hors Europe. L'Argentine n'en fait pas partie. L'Argentine n'en fait pas partie et ne signera d'ailleurs jamais la Convention de Paris ni celle de Madrid, alors que le Chili va le faire. Alors que les États-Unis, dans les États-Unis, ne le feront pas.
Alors on peut se dire à ce regard, enfin en voyant tout ça, mais l'Argentine alors, au niveau mondial, elle n'est jamais vraiment apparue? Eh bien si, l'Argentine est finalement peut-être un des premiers pays à adhérer à l'OIV, puisque, vous le voyez ici, l'Argentine adhère en février 1929 à l'Office international de la vigne et du vin. C'est le premier pays extra-européen à adhérer à l'Office international de la vigne et du vin. Adhérer à l'OIV, c'est ainsi indispensable pour l'Argentine. D'une part, pour profiter des compétences de l'organisation, mais aussi pour exister politiquement sur la scène internationale. La présence de l'Argentine au sein des organisations et des congrès internationaux va devenir très importante à partir des années 30 et surtout après la Seconde Guerre mondiale. Et il y a un moment qui est fondateur, et on est bien ici justement à Mendoza, c'est le 36e congrès, session plénière de l'OIV, qui a lieu au Palacio de la Legislatura de Mendoza du 4 au 9 avril 1956 et qui va fonder en fait le réel engagement de la viticulture argentine au sein de la communauté internationale. Alors les conditions de tenue de ce congrès sont particulières, puisqu'elles se passent juste après la déposition un peu violente du gouvernement Perón, et elle va servir un peu de tribune aussi en fait au gouvernement de la révolution libératrice à ce moment-là en Argentine. Dans les très nombreux discours argentins qui sont dans ce congrès, que l'on retrouve dans les bulletins de l'OIV, il est souligné, il est mentionné tout particulièrement les apports de l'OIV, je cite, pour une plus grande perfection de nos cultures, de nos techniques, de nos systèmes économiques, de nos méthodes sanitaires. Et à partir de ce congrès, la présence des Argentins, que ce soit des techniciens au sein du bulletin de l'OIV, que ce soit au sein des congrès, est croissante. On les retrouve, les Argentins, les techniciens argentins tout le temps. Vous avez en particulier des gens de la station expérimentale de Mendoza, et nous avons même retrouvé en 1971 un scientifique qui s'appelle Hugo Martinez, Peláez, et qui intervient dans ces bulletins de l'OIV en 1971. Donc, nous avons vu dans notre première partie que la viticulture argentine possédait ses spécificités propres et que cette identité, sans doute, était pour une large part due à des facteurs endogènes, très liés au territoire argentin, avec ses enjeux singuliers au cours du XXe siècle. Pourtant, comme nous l'avons évoqué aussi, l'Argentine n'est pas isolée. Elle prend rapidement position sur la scène internationale. Et il nous paraissait donc, par rapport à ça, intéressant, justement, en troisième partie, d'étudier les interactions qui pouvaient exister, justement, entre l'Argentine et la scène internationale vitivinicole. Argentine, qui, on l'a vu, s'insère finalement assez rapidement dans cette scène internationale, dans ce tableau international de la vitiviniculture. Le vignoble argentin, donc, sous l'angle des prescriptions internationales. Alors, évoquons un discours qui est prononcé en 1956, donc lors de ce fameux congrès à Mendoza, par l'interventor fédéral. Je vous prie de me pardonner mon accent, j'espère que... L'interventor fédéral explique, en parlant des vignobles, des caves et du vin argentin, que, je le cite, concernant plus particulièrement les Argentins, ces problèmes concernent les Argentins. Ils sont inhérents à nos systèmes nationaux de perception fiscale, d'efforts techniques, d'organisation administrative, et dans ce domaine, les responsables de la région de Mendoza, qui cherchent une solution pertinente à ces problèmes, ne cherchent pas sur un plan général et international, mais veulent au contraire s'orienter vers des solutions qui leur conviennent en propre. Mais il ajoute, sur le terrain intérieur, il est cependant d'autres problèmes dont l'analogie avec ceux d'autres pays ayant une production vitivinicole similaire justifie qu'ils soient abordés au cours de ces délibérations internationales. Donc il nous explique en fait pourquoi il y a des interactions. Et une question se pose finalement. Pourquoi l'Argentine rejoint l'OIV ? Pourquoi l'Argentine rejoint l'OIV alors qu'elle ne possède pas d'intérêts commerciaux, puisqu'elle n'exporte quasiment pas et qu'elle n'importe pas quasiment de vin de l'extérieur ? Que tout va sur le marché intérieur. En fait, à l'étude des documents produits par les acteurs viticoles argentins et publiés dans les pages du bulletin de l'OIV, on peut comprendre l'adhésion à l'OIV de l'Argentine
par l'apparition en particulier de problèmes techniques dans le vignoble dès la fin des années 30. Ces problèmes techniques, c'est le phylloxéra, qui arrive plus tardivement en Argentine, de façon décalée. C'est celui des cépages à sélectionner, ou encore celui des méthodes de vinification, celui des sous-produits, celui des résidus. Enfin, le pays, il le dit clairement, veut se lancer dans la production de vins de qualité. Son objectif, on l'entend très bien dans des discours dans les années 30, c'est d'atteindre en Amérique le prestige que la France a dans le monde, exporter donc tout en promouvant la consommation locale. Dès les années 30, sous l'impulsion d'un État qui est fort, qui tient compte des prescriptions internationales discutées au sein des congrès de l'OIV, on voit une nouvelle dynamique viticole qui s'enclenche en Argentine. Cet interventionnisme d'État promeut un réel développement industriel d'une viticulture de bonne qualité. Alors ça se traduit au niveau national par beaucoup de choses. Voilà. Ça se traduit par la mise en place d'une junte en 1934, une junte, je pense qu'on dit, qui se donne pour mission de surveiller les superficies et les marchés viticoles, mais de s'occuper aussi des cépages. Et l'Argentine, et je la compare au Brésil à ce niveau-là, le Brésil qui n'a pas su faire ce pas-là. L'Argentine a su le faire assez tôt, c'est-à-dire enlever les producteurs directs de sa production. Vous le voyez ici, la production de producteurs directs en 1948 en Argentine, elle est très faible. Ça, ce sont des recommandations qu'on retrouve dans les congrès de l'OIV. 1948, c'est à peu près 2% de la production. Au Brésil, c'est plus de 80% de la production, avec le cépage Isabelle en particulier. D'où un décalage aussi qui va s'opérer à ce niveau-là. À partir des années 50, va se mettre en place une direction, des années 40, une direction nationale du vin, qui aura pour but, en outre, alors oui, parce que les comptes rendus de l'OIV, si vous voulez, évoquent la volonté des autorités argentines et des producteurs de suivre les recommandations de l'organisation internationale. Donc que ce soit pour le développement de la consommation de jus de raisin, pour la distillation, pour les techniques, et pour la création même, et là on reprend encore le modèle français, c'est assez intéressant la relation qu'il peut y avoir avec la France quand même, d'un comité de propagande du vin. En France, il est mis en place en 1930, il est mis en place en 1937 en Argentine. Et le rapporteur de ce comité d'insister sur le fait que le gouvernement de la République argentine et celui des 3 États viticoles n'ont fait qu'appliquer les résolutions des derniers congrès et des recommandations de l'OIV. Alors, suite à son élection de l'OIV, son adhésion à l'OIV, dont on sait qu'elle est en particulier l'entité internationale qui est chargée de diffuser en fait aussi le modèle français des appellations d'origine. C'est piloté par les Français, l'OIV, dès 1924, et les Français veulent protéger leurs propres appellations d'origine. Et bien suite à cela, alors ça marche dans un sens, ça marche dans l'autre. Voilà. Petite image. Suite à cela, on a une législation argentine qui essaye aussi de protéger les vins importés, le peu de vins importés. C'est... pardon 5 minutes, non? C'est par exemple... 5 minutes? Bon, allez. C'est par exemple toute une législation qui va tenter de protéger les importations de champagne. Un décret en 1936 sur les appellations d'origine qui interdit que l'on fasse figurer dans les étiquettes des vins nationaux toute inscription d'origine, même précédée du mot type. Ça, c'était une habitude. Vin de Mendoza, type champagne. Vin, ça se faisait pas qu'en Argentine, ça se faisait dans de nombreux pays. Donc on interdit ceci. Toute une évolution qui va conduire alors ce discours qui est fabuleux, ce discours de l'intervento général lors de la séance de clôture de la 36e session de l'OIV en 1956, qui nous dit, sur ce point, pour le moment, on a un rêve irréalisable. La détermination géographique de nos vins, même en de modestes proportions, afin de pouvoir ajouter à l'orgueil de la quantité le prestige de la qualité, et ajouter à la renommée de la production globale de la région de Cuyo, la renommée plus précise de chaque lieu de production, selon la coutume alléchante de la vieille Europe. En résonance, notons l'existence pour la production de la Rioja, de San Luis, Catamarca, Cordoba, Jujuy et Salta, d'un décret qui va créer en 1958 des limitations régionales, dès 1958.
C'est en résonance à ce discours. Alors, elles vont peut-être pas très bien marcher par la suite, mais c'est une première tentative. Des tentatives, on va en avoir plusieurs qui vont se conformer un petit peu à ce qui est prôné par l'OIV, mais le problème de l'OIV, c'est qu'à partir des années 70, il va commencer à être confronté à d'autres pays, des pays du Nouveau Monde, comme on les appelle, les États-Unis, l'Australie, l'Afrique du Sud, le Chili. Je ne parle pas encore de l'Argentine. Ces pays-là vont influencer les vieux pays viticoles européens qui vont se voir concurrencés par ces nouveaux pays pour une vision libérale de la production et de l'économie viticole. Le but de ces États, c'est d'influencer la vitisphère à libéraliser les pratiques dans une optique de standardisation des produits et d'ouverture de la concurrence mondiale. Là, on n'est pas dans le système d'appellation ou de dénomination d'origine. Les discussions sont entamées en 1994 à Marrakech dans le cadre de l'OMC, les accords commerciaux mondiaux, et ils illustrent bien ces enjeux. Même si le secteur vitivinicole résiste bien à ces pressions avec certains accords, on a des brèches qui sont ouvertes dans le monde viticole et l'Europe perd du pouvoir. Dans ce contexte, l'Argentine est très impliquée dans l'OIV, on le sait. Elle va s'imposer en fait comme une nation arbitre. Alors, vous avez ici en fait cette concurrence qu'on voit très bien, les pays qui adhèrent à l'OIV, mais aussi les pays qui adhèrent à la World Wine Trade Group, qui est l'antithèse libérale de l'OIV. Et l'Argentine adhère aux deux, et de façon conséquente. Participation au Mercosur, forte influence des États-Unis, enfin, je conclus. Mais, malgré tout, en raison de son attachement aux institutions viticoles internationales, depuis longue date, l'Argentine va se faire, finalement, un observateur très attentif et va influencer pour avoir une vision médium, en fait, de ces évolutions. On parlait de Claudia Chini tout à l'heure, mais citons aussi comme président de l'OIV, le premier président argentin de l'OIV, Félix Aguinaga, qui est élu en 2000, au moment où les États-Unis veulent quitter l'OIV. C'est lui qui va essayer d'empêcher de les faire partir. Et qu'est-ce qui résonne au niveau international et au niveau même argentin? C'est la mise en place, à partir de 2003, des premières délimitations argentines. Vous voyez où se situe l'Argentine? Pays du Nouveau Monde, certes, mais pays très très proche de l'Europe. Je dirais pour conclure vraiment, qu'on a vu que ce développement de la viticulture argentine était à la fois dû à des facteurs endogènes, très importants, parce qu'il y a des caractéristiques argentines très importantes, mais à la fois à des facteurs exogènes, et en particulier à sa volonté très tôt de faire partie, en fait, du tableau des grandes puissances internationales de la vigne et du vin. On sait qu'il y aura des échanges à ce niveau-là, on en a vu. Je vous en montre un petit échange aussi. C'est dès 1909, par exemple, un des premiers diplômes à l'Institut universitaire de Dijon. On a un Argentin qui vient, un Argentin de Mendoza, qui s'appelle Tomás Burgos. Ces échanges-là, ils vont être développés au niveau international, justement grâce à l'OIV et grâce à l'intégration de l'Argentine dans l'OIV. Après les années 70, on voit que les ressources du continent américain deviennent plus prégnantes et engendrent une mutation du vignoble argentin qui tente de s'orienter plus fortement vers l'exportation. Ce qui n'empêche pas, loin s'en faut, de poursuivre son amélioration qualitative et même de s'engager dans un système de dénomination d'origine. Et c'est finalement un paradoxe qui fait la richesse et l'originalité mondiale de la vitiviniculture argentine. Et avec au bout de compte une richesse et une identité forte issue de ces deux facteurs exogènes et endogènes. Pour terminer, je montrerai juste une petite phrase du baron Leroy, qui était à l'époque, en 1956, lors du congrès à Mendoza, le président de l'Office international de la vigne et du vin, si ça veut bien marcher, qui nous explique que l'Argentine, en fait, détient un potentiel, on est en 1956, un potentiel de qualité viticole qui la transformera en concurrente redoutable le jour où il sera à même de l'exploiter. Même si de nouvelles menaces sanitaires ou économiques arrivent, même si de nouveaux défis sont à relever, c'est aujourd'hui sans doute le cas. Nous vous remercions de votre attention. Une pause, ça fait